Bonjour et bienvenue à tous. L'Afrique enregistre des mutations majeures, modernisation, digitalisation, mais aussi changement des habitudes de consommation. Pour se procurer des produits d'alimentation, d'entretien, de textiles et accessoires, on se tourne davantage vers des structures spécialisées dans la distribution. Les marchés traditionnels continuent de s'étendre, mais aussi les grandes surfaces commerciales plus modernes. On voit depuis une décennie une intensification du réseau de distribution du géant marocain CDCI ou encore Prosuma et même l'arrivée de Carrefour et autres entreprises européennes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur attire de plus en plus. Décryptage d'un secteur en plein essor sur le continent. Le marché de la grande distribution au cœur de ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Et pour aborder le sujet, nous sommes avec Franck Berthaud, éditorialiste chez Entrepreneur in Africa. Bonjour Merci d'être Stéphane, avec nous. merci. Alors, comment se porte Entrepreneur in Africa? C'est un peu la petite boussole ou la boussole des décideurs économiques C'est le magazine qui monte. On se développe un peu partout. On a ouvert beaucoup de pages sur le continent. Et puis on va passer très bientôt à une formule print, normalement à partir du 19 avril. Et de plus en plus invités sur des plateformes, des forums. Donc c'est intéressant de décrypter l'économie et puis de partager cette passion sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, décrypter l'économie avec nous ici en studio, M. Amadou Salif Ndiaye. Vous êtes le vice-président de la Commission des affaires économiques et financières du Haut Patronat des commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on entend le Haut Patronat, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi exactement? Le Haut Patronat des commerçants et opérateurs économiques, c'est la fêtière qui regroupe tous les patrons de commerce en Côte d'Ivoire. C'est un regroupement de syndicats qui compte 103 syndicats et qui a vocation à rassembler les 3 millions de commerçants dénombrés en Côte d'Ivoire. D'accord, et parlons justement de ces commerçants. On voit un peu que le secteur de la grande distribution, on va dire les grandes surfaces commerciales, ont tendance à vraiment se développer sur, on va dire le continent, mais beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui peut justifier cette montée en puissance de ces grandes surfaces commerciales? Effectivement, on observe une montée en puissance de la distribution moderne, comme on l'appelle. Et si cette montée en puissance-là s'observe, c'est d'abord pour des raisons démographiques. L'Afrique connaît une croissance démographique très importante. Et avec cette croissance démographique-là, elle s'accompagne d'urbanisation. Donc une croissance urbaine très forte. Et c'est un environnement qui permet en fait l'éclosion et le développement de la distribution moderne qui convient en fait à des économies beaucoup plus dynamiques. Des économies beaucoup plus dynamiques, justement, on sent un peu quand même cet impact sur les économies locales. C'est quoi exactement la grande distribution? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres ces dernières années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le continent, si on commence par là, il y a pas mal d'études qui se font régulièrement sur des classements, des baromètres, et je ne vais pas trop parler de chiffres, mais il y en a une qui a retenu notre attention et qui conforte un petit peu ce qu'on voit aussi sur le secteur des startups. C'est presque la même chose. Il y a 4 pays. Donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Kenya, qui concentrent à peu près 90% du business continental sur la grande distribution. Je ne parle pas de la partie dite traditionnelle. Et quand on prend cette Afrique australe, en tout cas, qui domine un petit peu tout ça, on voit aussi qu'elle a tendance à venir sur des zones comme l'Afrique de l'Ouest, qui a été classée en 2019 par A.T. Kearney, donc un cabinet spécialisé sur les études marketing et le retail, comme une des 10 zones dans le monde, dans les pays émergents, pour favoriser cette croissance-là. Maintenant, ce qui était valable en 2015, avec des grandes annonces de groupes comme CFAO et d'autres, et de multiples implantations sur l'Afrique de l'Ouest, est moins valable aujourd'hui. Il y a eu entre-temps des corrections et des mutations. On aura l'occasion certainement d'y revenir. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, Come Capital estime que la partie moderne, c'est-à-dire les 350-400 grands magasins, supermarchés, etc., qui existent sur le territoire ivoirien, pèsent entre 5 000 et 6 000 milliards de francs CFA, mais ne représentent que 15% du business global. Le marché traditionnel, et c'est une surprise toujours quand on l'entend pour la première fois, pèse encore au moins 85% des consommations et du marché. C'est à peu près 16 000 boutiques sur le territoire ivoirien. Et je ne pense pas que l'effet Covid, je ne pense pas que la cherté de la vie, je ne pense pas que ces problèmes que l'on a en accordéon, en bout de chaîne après ces crises russes, Ukraine, etc., viennent favoriser
d'autres gros développements. La grande distribution coûte cher, il faut du mètre carré, ça prend du temps, évidemment ça rapporte, mais peut-être que le modèle change un petit peu en ce moment pour revenir sur quelque chose d'un peu plus intermédiaire entre les grands d'un côté et les très petits de l'autre. Alors justement, dans ces grandes surfaces, on retrouve beaucoup plus souvent ou généralement même des produits importés. Alors beaucoup se disent que ces grandes surfaces servent un peu à revendre le surplus de stock en Europe, en Asie. Vous partagez ce point de vue ou bien c'est parce que vraiment l'Afrique a une part de marché intéressée? Alors je dirais que c'est une tendance de long terme. Ça fait longtemps que la distribution moderne pousse des produits qui généralement sont des produits de marque internationale ou portés par des enseignes internationales. Mais je pense qu'il serait aussi inexact de faire croire que ce sont les invendus ou des stocks dont on n'a pas besoin en Europe qui sont distribués en Afrique. En réalité, de plus en plus, la production elle-même commence à se relocaliser en Afrique, au plus près de la consommation. Et on aperçoit aujourd'hui des enseignes internationales, des entreprises industrielles internationales qui cherchent à se rapprocher du marché africain, à produire au plus près de là où se trouve la demande. Donc ce sont effectivement des productions locales de plus en plus. Et c'est vrai aussi en grande majorité beaucoup d'importations, mais des importations qui sont destinées au marché africain. Alors je vais essayer de mettre les pieds dans le plat justement. Est-ce que ces grandes surfaces font, on va dire aujourd'hui, vous constatez, il y a une part belle qui est faite aux producteurs locaux? L'avantage du développement de la distribution moderne, c'est qu'il permet en fait de structurer des chaînes de valeur locales. En réalité, il y a un effet vertueux qui est lié à la présence des grandes chaînes internationales ou même d'acteurs de la distribution moderne locaux. Cet effet-là, en fait, c'est de pouvoir organiser toute la chaîne de valeur qui permet à ces chaînes de distribution-là d'avoir des produits disponibles localement, fabriqués soit à partir de matières premières importées, soit directement à partir de matières premières locales. Et je dirais que cet effet vertueux-là, il est vraiment bénéfique parce qu'il permet en fait à des producteurs locaux de s'insérer dans une chaîne de valeur beaucoup plus structurée, beaucoup plus exigeante aussi en termes d'approvisionnement et de se soumettre à des règles qui sont des règles parfois internationales. Et l'avantage que cela apporte, c'est que justement, au bout d'un certain temps, les acteurs locaux ayant pu s'insérer dans des chaînes de valeur locales, mais portées par des enseignes ou des grandes entreprises de distribution implantées localement, vont également être en mesure d'exporter directement leur production parce qu'ils auront été habitués à produire selon les normes requises par ces différents acteurs-là. Alors, on nous fait comprendre aussi bien souvent que cette montée en puissance de ces grandes surfaces, c'est aussi du fait de la montée en puissance de la classe moyenne, on va le dire, de la classe moyenne au niveau de l'Afrique. Est-ce que c'est justifié? Alors, au départ, c'est justifié puisque le principe même du retail ou de la grande distribution ou du commerce, c'est le volume. Donc il y a un effet, après il y a des différentes segmentations, jusqu'en haut de la pyramide sur la partie luxe, qui n'a pas les mêmes codes. Mais c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il y a eu ces fameux termes et terminologies qui étaient lancés dans les années 2015, notamment par la BAD sur le continent, et qui parlaient de classe moyenne. La classe moyenne à l'époque, on disait, c'est quelque chose d'assez vague, qui consomme par jour entre 2 et 20 $. Voilà, c'est ce que ça voulait dire la classe moyenne à l'époque, ce qui faisait dire à un des vice-présidents de cette banque de développement que ce marché représenterait à peu près 370 millions de personnes dans les années 2030-2025 et que cette masse de consommation, parce qu'il le voyait aussi sur un aspect marchand et économique, représentait un pouvoir d'achat d'à peu près 2200 milliards de dollars en 2030. Quand on regarde de plus près, il y a d'autres études qui sont un peu plus actuelles, qui sont plus micro que macro sur le terrain, et notamment celles qui ont été faites entre 2015, 2016, 2017 par différents instituts de sondage, Kantar ou Ipsos concernant la Côte d'Ivoire, et qui accompagnaient un petit peu, c'était des études multi-clients, l'arrivée des grands acteurs, que ce soit Carrefour, que ce soit d'autres acteurs. Il y a besoin d'informations pour justifier les investissements, justifier des plans de business développement, etc. On s'est aperçu de façon très surprenante que cette classe moyenne sur Abidjan, alors qu'elle était à peu près de 18% dans les années 2010, là où la Tunisie est à peu près à 40%,
47%. Quand on revient à peu près 7-8 ans plus tard, cette classe moyenne bouge assez peu. Elle est à peu près estimée à 25, 26, 27%. Côté, on va dire, marketeur. La BAD la situe toujours à peu près à 34% ou 37%. Donc il y a ces écarts qui sont assez problématiques parce que quand on a 10% d'écart entre deux sources, c'est assez problématique pour parler d'économie. Et ça veut dire aussi que, de façon très surprenante, cette classe moyenne, alors évidemment, on sait qu'elle est urbaine, la classe moyenne, à 67 ou 68%. Mais quand on regarde le portrait type de cette classe moyenne sur la Côte d'Ivoire, on a des surprises. Et notamment le fait qu'à Abidjan, cette classe moyenne ne représente que 16%. Là où elle est sur le territoire à peu près à 27%. Ça pose des questions sur des choix d'implantation. Ça explique aussi cette capillarité encore très prépondérante de la boutique et du mauritanien ou d'autres types de commerce de proximité. Et ça explique aussi qu'il y a eu un revers et un retour à partir des années 2020, pendant ou avant le Covid, des grands distributeurs dont je parlais tout à l'heure, qui étaient les Shoprite, qui étaient les Shoppies. Alors on les voit moins en Côte d'Ivoire, mais ils sont très présents au Nigeria, en Afrique de l'Est, etc. Ils sont tous rentrés à la maison. Ils sont rentrés au Botswana, ils sont rentrés au Kenya, ils sont rentrés en Afrique du Sud. Ils ont arrêté leur développement international ou paracontinental. Et exception faite du holding marocain dont vous faisiez allusion tout à l'heure concernant CDCI et d'autres prises de capital, on voit que ces capitaux maintenant sont plus intra-Afrique que internationaux qui viennent. Pour les mêmes contraintes, les chiffres sont faux. Le mythe de la classe moyenne tarde à devenir une vraie réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on observe tous sur le terrain et dans les chiffres. Il faut faire très, très attention avec ces classes moyennes. Il y a un moment, quand on situe une classe moyenne entre 85 000 francs CFA de revenus par mois à 405 000 francs CFA de revenus par mois, je serais tenté, dans ce que je vois autour de moi, de plutôt la situer à 300 000, 350 000 en termes de revenus pour dire là, on peut commencer à parler de classe moyenne. Et comme on sait tous, une classe moyenne, je pense que l'effet Covid, la cherté de la vie et beaucoup de choses en cascade qu'on est en train de subir a fait qu'il y a eu un déclassement de ces classes moyennes. Elle est moins présente, elle descend dans la classe de la paupérisation. Le segment du haut, riche, ultra riche, etc. demeure entre 2 et 3%, mais on a encore un problème d'accordéon par rapport à ça. Et ça, c'est problématique pour une économie. Quand la croissance repart à l'extérieur et que l'épargne et la consommation interne commencent à se chercher et le pouvoir d'achat baisse, en période d'inflation comme on le vit actuellement, ça pose des problèmes sur les prévisions économiques de demain. Alors justement, quand vous parlez d'inflation et quand on regarde un peu comment est-ce que ce secteur évolue, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire que véritablement les populations sont en train de migrer vers ces grandes surfaces, peut-être à cause de la qualité des services, à cause de la qualité des produits, ou bien vraiment nos marchés traditionnels ont encore de l'avenir? Alors, si on revient un peu sur ce que Franck disait tout à l'heure, la distribution aujourd'hui, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, elle est essentiellement traditionnelle. C'est vrai qu'on observe quand même un boom de la distribution moderne. Quand on regarde les chiffres que représente la distribution moderne, on est souvent très étonné et on a l'impression que ça représente des sommes d'argent importantes. Mais quand on les replace dans le contexte du PIB de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on doit être peut-être à 3% en contribution au PIB. Donc ça reste encore un secteur très, très modeste. Après, dans les facteurs qui font que les consommateurs se dirigent vers la consommation, on va dire vers la distribution moderne, on retrouve des facteurs qui sont liés à des caractéristiques d'hygiène. De longue date, on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on avait des enseignes installées de très longue date et on peut dire que le consommateur, depuis longtemps, est familier de produits qui sont fabriqués, emballés dans des conditions qui permettent de protéger la santé. Et ces habitudes-là se maintiennent, se transmettent et se diffusent au fur et à mesure. Mais à la fin, le consommateur reste toujours guidé par un facteur essentiel, c'est le prix. Même quand il a conscience du fait que la distribution moderne lui offre des alternatives plus saines, plus hygiéniques, et peut-être même qualitativement plus intéressante, le consommateur reste lié au facteur prix. Et ça, c'est un signe que la classe moyenne, justement, qui était très prometteuse, comme le disait Franck, dans les années 2010, mais c'est une classe qui tarde à se développer,
qui se développe beaucoup plus lentement qu'on ne l'aurait cru. Et on reste toujours sur des réflexes de sensibilité au prix. Ça fait que la distribution traditionnelle continue d'avoir de beaux jours devant elle. Mais on voit aussi avec les grandes surfaces, en tout cas ces grandes enseignes, avec la digitalisation, la modernisation, on se rend compte qu'il y a encore plus de facilité à acheter dans ces grandes surfaces. On voit le secteur de la livraison à domicile qui s'est développé et sur lesquels ces grandes surfaces appuient. On voit aussi la digitalisation, le e-commerce, elles en profitent pleinement. Alors, côté e-commerce, comment ces grandes surfaces en bénéficient aujourd'hui concrètement ? Alors ça dépend des stratégies. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire jusqu'à il y a très peu de temps, tous les modèles qui étaient centrés uniquement sur un modèle de e-commerce player, donc pas du tout un secteur traditionnel qui se met à avoir son propre service de delivery ou plateforme digitale, à quelques exceptions près, elles se sont toutes plantées, pour dire les choses comme elles sont, les Yatou, les Afrique Market, etc., pour différentes raisons. Celui qui résiste, même si je doute du modèle en termes de rentabilité, c'est Jumia, qui est non alimentaire. Il faudra faire attention entre est-ce qu'on est dans l'alimentaire ou le non alimentaire. En Côte d'Ivoire, les sources de l'INS en 2016 disaient que 47% des dépenses étaient alimentaires dans la distribution, quel que soit le type de distribution. Et c'est pour ça que par rapport à la discussion de tout à l'heure, en termes de contribution de PIB, etc., et de développement, il y a le non alimentaire qui va certainement plus par rapport à une certaine classe moyenne vers le haut se développer que l'alimentaire qui reste sur des réflexes de prix, comme le disait justement Amadou tout à l'heure. Pour revenir au e-commerce, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, Glovo sur d'autres modèles. Je crois que Jumia, jusqu'à l'année dernière, était à peu près à 85% de part de marché. Donc, il y a un moment, ils ont pris l'ensemble du segment dans lequel ils étaient. Ils sont en bourse aujourd'hui, donc ils sont condamnés à maintenir leur présence. Ils ont fait le ménage dans d'autres zones africaines, Cameroun, etc. Parce qu'il y a un moment, ils sont observés qu'il y a de la communication financière et des enjeux qui sont là. Ils viennent de faire une levée de fonds qui leur permet de reprendre une bouffée d'air parce qu'ils n'étaient pas très bien. Maintenant, il y a des nouveaux acteurs. Le secteur du commerce en Afrique, c'est 15 milliards de dollars. Okay, et évidemment, on retrouve les mêmes players, les mêmes pays dominants, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, etc. Il y a un nouvel acteur qui arrive en Côte d'Ivoire, on ne le connaît pas trop. C'est un Kenyan qui s'appelle Wasako, qui s'appelait SocoWatch à l'époque, et qui vient de faire une très jolie levée de 125 millions de dollars. Pour faire justement du e-commerce. Il le fait déjà dans 6 pays. Il a réussi à le faire au Sénégal. Il le fait de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. Il y a 2,5 millions de commandes sur le site. Il y a une vraie façon d'adresser ce marché-là. Et 125 millions de dollars, c'est pas quelque chose d'anodin dans les levées de fonds actuelles. Donc il y a des nouveaux players qui arrivent comme ça, qui ont compris que, étant africains, ils s'adaptent peut-être un peu mieux aux contraintes africaines de la fameuse barrière, c'est la logistique, et la fameuse barrière, c'est l'adresse. De où est-ce que je vais te remettre ce que tu as commandé en ligne. Voilà, quand les villes ne sont pas adressées, on pense qu'au départ, on va y arriver avec ses propres services de géolocalisation. C'est un peu plus compliqué. Et puis il y a toute la chaîne de supply. Ce qui est derrière la commande, comment ça se passe? C'est simple d'avoir une surface. Il y a à peu près 6000 influenceurs, ou moi je les appelle plutôt des commerçants informels du net, qui sont présents sur Facebook et sur WhatsApp en Côte d'Ivoire et qui tous les jours font des activités, un article par-ci, une robe par-là, etc., etc. Et des nouveaux acteurs qui les adressent en ce moment. Je veux parler de Sandy, encore une start-up kenyane qui a levé 20 millions de dollars il n'y a pas tellement longtemps avec Mobility 54, qui est un fonds d'investissement japonais spécialisé sur notamment la marque de voitures qu'elle représente, mais aussi sur les axes de mobilité. Ces gens-là ont compris quelque chose de très simple. Ils adressent ces 6000 e-commerçants en leur proposant juste une app qui leur permet de prendre en compte la gestion de la commande, le stock qu'ils ont déposé chez eux, la livraison au client final, moyennant 13% de la vente de chaque article. Et ça, pour ces gens-là, dans l'agilité de leur modèle et dans l'informel de leur modèle, c'est quelque chose d'extrêmement souple, parce que toute la contrainte est prise par des pros de la logistique. Donc on observe comme ça des nouveaux acteurs et une chaîne de valeur, signe de maturité du marché, qui commence à s'organiser, à se découper dans ce qu'on appelle le tunnel de la vente ou le process commercial. Donc le e-commerce, c'est là, c'est 10% du commerce traditionnel du commerce global sur
continent. Il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire ça ne marche pas. Je pense que la deuxième vague des acteurs du e-commerce va commencer à se structurer. Ils ont tous compris aussi qu'il fallait penser régional, que le marché de la Côte d'Ivoire entre guillemets est trop petit et qu'il faut vraiment avoir une surface un peu plus large avec un cœur d'offres valable pour la Côte d'Ivoire et puis ensuite valable pour les autres pays. Alors, à entendre tout ça, j'aimerais me retourner vers vous, M. Amadou, et demander concrètement, quand vous regardez, vous vivez ça au quotidien, quels sont les grands leviers sur lesquels les opérateurs économiques ou la grande distribution doivent vraiment s'appuyer pour développer ce secteur en Afrique de l'Ouest? Alors, le levier fondamental, c'est la compréhension du client. Aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, on a une difficulté à cerner cette classe moyenne. On l'apprécie, on la mesure par rapport à des données liées aux revenus, liées à la dépense journalière, mais on se rend bien compte que ces données-là sont trompeuses. Et peut-être qu'elles surestiment la taille de cette classe moyenne. Donc le premier facteur, c'est de bien cerner la nature de cette classe moyenne-là et peut-être de bien la serrer. Parce qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle la classe moyenne, on retrouve des réalités extrêmement diverses. On retrouve des réalités qui sont géographiquement diverses parce que cette classe moyenne-là, elle se retrouve dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, par exemple. Abidjan ne représentant que 16% des estimations dont on dispose. Et pourtant, on se rend bien compte que les grands centres commerciaux, par exemple, sont tous localisés à Abidjan. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un héritage du passé? Est-ce que c'est un problème d'appréciation de la localisation de la demande et de son évolution? Peut-être qu'à ce niveau-là, les acteurs de la grande distribution et de la distribution moderne doivent faire des efforts en matière de compréhension de là où se situe la demande et de ses aspects qualitatifs. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, on reste sur des données assez basiques. Ensuite, il y a des contraintes qui sont liées au développement de la grande distribution. Si vous regardez ce qui se passe sur le marché ivoirien, vous vous rendez compte que se développer, couvrir l'ensemble du territoire ivoirien, ça a des coûts. Ça a des coûts en termes d'investissement dans de nouvelles surfaces commerciales, ça a des coûts dans l'investissement en stock, ça a des coûts derrière parce que certains de ces acteurs de la distribution sont également des industriels, ça a des coûts en termes d'ajustement de leur capacité de production quand ils vont décider de s'étendre et malheureusement, tous les acteurs ne disposent pas des ressources financières et parfois des compétences techniques pour pouvoir opérer ce développement-là sur le territoire national, à plus forte raison le réaliser à l'export. Certains acteurs dont on a parlé tout à l'heure, comme CDCI, ont eu recours à des fonds d'investissement, ont eu à s'appuyer sur des opérateurs marocains pour pouvoir financer leur plan de développement, faire en sorte que leur personnel soit plus professionnel et pour faire en sorte aussi de maîtriser un certain nombre d'activités liées à leur métier. Parce que historiquement, ce sont des gens qui ont démarré sans doute sur une opportunité et ensuite on cherchait à structurer leur métier. On cherchait à professionnaliser le métier. Donc je dirais que la question financière, elle est importante aussi dans la logique de développement de la distribution moderne. Et je dirais qu'en troisième lieu, on pourrait évoquer aussi des contraintes liées par exemple à la fragmentation des marchés. Quand un opérateur de la grande distribution envisage de sortir par exemple de la Côte d'Ivoire, il se retrouve tout de suite confronté à des barrières réglementaires, à des barrières douanières et à des barrières logistiques qui peuvent freiner son expansion régionale. Donc la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que l'intégration régionale soit une réalité pour permettre justement à notre secteur de la grande distribution et de la distribution moderne de profiter de la taille du marché et d'agréger en fait plusieurs marchés qui sont attenants. Donc faciliter encore l'intégration régionale. Alors Franck, on va terminer avec vous, on est pratiquement au terme de cette émission. Vous, quels sont les grands leviers que vous voyez sur lesquels ces opérateurs doivent s'appuyer? Et puis surtout une question fondamentale qui me vient, est-ce qu'on a des opérateurs locaux, on a parlé de ces grandes enseignes, est-ce qu'on a des nationaux qui essaient de booster cette grande distribution? C'est pour moi, alors la réponse est dans votre question, pour moi l'axe central c'est ça, c'est-à-dire que
une des solutions, c'est d'associer les savoir-faire réciproques. C'est un métier avec ses codes. Il y a aussi, dans les contraintes que évoquait Amadou, il y a cette partie aussi de financement. Tout ça coûte de l'argent, en termes de working capital, de besoin de fonds de roulement, en termes d'investissement. Quand on veut s'inscrire dans un modèle de réseau, ou quand on veut ouvrir quelque chose, rien que le fait d'être sur le bord de la route coûte quelque chose. Donc il y a une logique aussi de financement, et je crois qu'il y a certains établissements financiers qui doivent se focaliser sur ça. Ça va de pair. Il y a un moment, il y a une récurrence de revenus, et ça peut rassurer les financiers. Et pour répondre à votre question, je pense que la voie, elle est au milieu entre les savoir-faire additionnels, c'est-à-dire les grands acteurs, les petits acteurs, etc. Et je crois beaucoup au modèle de franchise. Quand une marque s'associe à un savoir-faire national ou local qui connaît le marché, la marque connaît les ratios, connaît les modèles économiques. Donc le fait de s'associer comme ça, sous forme de franchise ou sous forme d'alliance, je trouve que c'est une des voies à explorer. Ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de franchises non alimentaires notamment qui commencent à se faire. Alimentaire, c'est plus des deals tunisiens, marocains, etc. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais pour moi, la voie pour les acteurs nationaux, c'est la franchise. Ça permet de réduire les risques aussi au début, même si faut bien négocier les royalties, parce que c'est souvent le danger. On pense qu'on fait du chiffre d'affaires et que ça nous appartient, mais non, il faut payer tout ça. Il y a des formations, des prises des tickets d'entrée qui sont nécessaires. Et puis sur d'autres modèles, je crois beaucoup à ce qui se passe en ce moment dans la qualité des produits de certains acteurs locaux qui investissent sur la qualité, qui ont un développement à taille humaine raisonnable et qui vont faire la différence quand un poulet vous est servi entre le petit boulet qui vaut cher et qui est pas très, très gros et le vrai qui a été bien élevé. On voit tout de suite la différence. C'est un exemple par rapport à d'autres produits. Je pense que ces producteurs doivent s'organiser en filière de coopératives de vente et non plus d'export. Et là, je pense que c'est aussi une clé qui peut se faire en ce moment, vu les problématiques de cherté de vie, vu les problématiques de dépendance vis-à-vis de l'extérieur ou de grands réseaux. La clé, c'est de transformer toujours la même chose. C'est ce qui nous guide aussi chez Entrepreneurs in Africa, c'est de transformer cette économie et ces savoir-faire. Après, en intelligence collective, c'est quand même plus simple. Alors donc, optimiser la production sur place, essayer de développer davantage des opérateurs ou des producteurs dans ce sens. Nous parlions aujourd'hui de la grande distribution en Afrique, un grand potentiel, des opportunités, mais aussi des défis à relever. Merci encore d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV pour vos contributions. Franck Berthaud, je rappelle que vous êtes éditorialiste chez Entrepreneurs in Africa et avec vous, M. Amadou Salif Ndiaye, vous êtes le vice-président de la Commission des affaires économiques et financières du Haut Patronat des commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être passé chez Midi 1 TV. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission Éco-Débat. Agréable suite au programme sur nos antennes.